Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie il y a près de 4 ans, Moscou mène une campagne systématique d'attaques aériennes contre les infrastructures énergétiques, souvent dans des zones sans intérêt militaire. Résultat, au début de l'hiver, près de la moitié du réseau électrique de l'Ukraine était hors service et 10 millions d'Ukrainiens privés d'électricité. Une épreuve en plein hiver. À Kiev, le thermomètre a chuté à moins 20 degrés. Life here in Kiev is not easy at all. We are struggling every day with electricity cuts, with no heating. During the day we have drone attacks, at night we have missile attacks. Today night we had this attack. I didn't sleep, not at all. I slept for 2-3 hours, but in the morning I need to wake up, I need to prepare breakfast for my daughter. Le réseau énergétique ukrainien connaît sa pire crise depuis le début de la guerre. Kiev est particulièrement touché. This winter is one of the most difficult winter in the last 4 years for many reasons. First of all, we have massive attack from Russian Federation, kamikaze drone, ballistic missile, cruise missiles attack our critical infrastructure. This power plant is now no longer functional after several ballistic and drone missile attacks since August. On January 9th, the final attack meant that it can no longer operate, meaning that 300,000 people in Kyiv were plunged into darkness and left without heat or energy with minus 23 degrees. As you can hear, the air raid sirens mean that we have to relocate to a shelter, proving that people in Kyiv will never be safe until this war is over. Face à l'urgence, les alliés de l'Ukraine tentent de lui venir en aide. L'Union européenne vient de livrer 1000 générateurs de secours destinés aux hôpitaux, aux écoles ou encore aux abris anti-bombardement. Dans un hôpital de la capitale, les soignants ont été contraints de pratiquer des opérations chirurgicales à la lumière des torches après une coupure de courant due à une attaque russe. It's very difficult to speak after what we just saw. Wounded soldiers, but also a patient in very severe conditions because of this war. It's women, it's innocent people who are just living their everyday life. We just met a woman who has been targeted in her apartment. She lived in the 5th floor and a drone was entering in through the windows. Alors qu'une délégation ukrainienne a pris la route de la Suisse pour un nouveau cycle de négociations avec des représentants des États-Unis et de la Russie, Volodymyr Zelensky appelle à des garanties de sécurité claires pour l'Ukraine. 2 ans se sont écoulés depuis la mort du leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny. Aux premières heures de la matinée lundi, de nombreuses personnes ont commencé à porter des fleurs sur sa tombe au cimetière de Borissovo à Moscou. D'après les résultats de plusieurs laboratoires indépendants, 5 pays européens ont affirmé ce week-end que Navalny avait été empoisonné par une toxine mortelle provenant d'une grenouille sud-américaine. La mère de l'opposant exige que les responsables soient traduits en justice. Это подтверждение тому, что мы знали с самого начала. Мы знали, что сын наш не просто умер в колонии, он был убит. Вот 2 года всего прошло, и мы уже знаем, чем он был отравлен. Я думаю, что пройдет какое-то время, и мы узнаем, кто это сделал. Обязательно. Заказчик знает весь мир, я просто повторяю свои слова. А мы хотим, чтобы узнали каждого, кто принимал в этом участие. Le Kremlin rejette toujours fermement les accusations de meurtre de Navalny, attribuant sa mort à une maladie multifactorielle. Lundi encore, le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov a dénoncé ce qu'il a qualifié de réaction négative à des accusations biaisées. Plusieurs représentants de missions diplomatiques étrangères se sont rendus sur la tombe du leader de l'opposition. 2 ans après sa mort, l'UE appelle à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques en Russie, dont le nombre ne cesse de croître dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine et du durcissement des lois. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères à Genève pour poursuivre les pourparlers avec les États-Unis. Les discussions indirectes entre émissaires de Téhéran et de Washington débutent ce mardi à Genève, sous la médiation d'Oman. Sujet central des discussions, le nucléaire iranien.
Washington souhaite les élargir pour y inclure notamment les missiles balistiques. Une option que Téhéran a rejetée à plusieurs reprises dans le passé. Les États-Unis et l'Iran avaient repris des pourparlers début février à Oman. Cette session était la première depuis l'interruption des précédentes négociations en juin en raison de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Les États-Unis avaient alors bombardé des sites nucléaires iraniens. Dimanche, Téhéran s'est dite prête à un compromis sur son stock d'uranium enrichi si Washington levait les sanctions qui pénalisent lourdement l'économie iranienne. L'Union européenne sera bien présente lors de la première réunion du Conseil de paix à Washington ce jeudi. La commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, représentera le bloc européen. Selon la commission de l'UE, elle prendra part à une partie spécifique de la réunion consacrée à Gaza, sans rejoindre le Conseil de paix en tant que membre officiel. L'Italie, la Roumanie, la Grèce et Chypre ont toutes accepté les invitations de l'administration Trump à participer en tant qu'observateurs. Seuls 2 États membres de l'UE, la Hongrie et la Bulgarie, ont accepté les invitations à siéger en tant que membres. Selon un responsable de l'Union européenne, l'objectif est de jouer un rôle dans la reconstruction de Gaza, malgré les inquiétudes concernant la structure exécutive du Conseil de paix créée par Donald Trump. La Russie, qui fait partie des pays invités, a la possibilité de rejoindre le Conseil de paix. Une situation qui rend difficile l'adhésion de la plupart des pays de l'UE alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Après la conférence de Munich sur la sécurité, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est rendu à Bratislava et à Budapest, capitales respectives de la Slovaquie et de la Hongrie, alliés du président Trump. Marco Rubio s'est entretenu dimanche avec Peter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce. Un accord sur l'énergie nucléaire a alors été signé. Marco Rubio a ensuite rencontré le Premier ministre Viktor Orbán. Les 2 hommes ont tenu une conférence de presse conjointe. À l'approche des élections législatives, ils ont été interrogés sur l'avenir des relations entre les 2 pays en cas de défaite du parti au pouvoir. The president has an extraordinarily close relationship to the prime minister. He does, and it has had tangible benefits in our relationship. I'm not going to speculate about the future. You know, what happens in this country is up to the voters of this country to determine and decide, and we love the people of Hungary. But there's no reason to sugarcoat it. I'm going to be very blunt with you. The prime minister and the president have a very, very close personal relationship and working relationship, and I think it has been incredibly beneficial to the relationship between our 2 countries. I'm the longest-serving leader of the opposition with 16 years, so I spent 16 years as leader of opposition. What does it mean? It means that sometimes I lose, sometimes I win. So don't afraid what will be if we are not winning, because it's regularly happened here, at least 4 times already. So there is no need to be afraid what will happen in Hungary. The Hungarian democracy is very strong. À l'issue de cette conférence, Peter Magyar, président du principal parti d'opposition TISA, s'est exprimé sur Facebook, évoquant implicitement la défaite du Fidesz de Viktor Orbán aux législatives d'avril prochain. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Paris à l'appel de plusieurs groupes identitaires et nationalistes pour demander justice pour Quentin, militant d'extrême droite décédé après une agression à Lyon, où la campagne municipale a été suspendue. Le groupe identitaire Némésis affirme que Quentin faisait partie du service d'ordre chargé d'assurer la sécurité des manifestants venus perturber une conférence de Rima Hassan, une version contredite par l'avocat de la famille de la victime. Selon le collectif extrémiste, Quentin aurait été agressé par des militants dont certains sont issus de la Jeune Garde, mais le groupe antifasciste a assuré qu'il ne saurait être tenu responsable de sa mort. Présentes à la mobilisation, certaines personnalités de l'extrême droite, dont Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, ont accusé sans preuve la France insoumise d'être responsable de la mort du militant. L'extrême gauche française et en particulier LFI a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement la Jeune Garde. Donc je veux leur dire que nous ne sommes pas dupes de leur pseudo-message de compassion et que nous espérons bien que justice sera rendue. La France insoumise, Rima Hassan et Raphaël Arnaud en tête, a rapidement condamné cette agression et assuré que toute la lumière devait être faite. Malgré le fait que la justice n'évoque pas l'identité des agresseurs, le parti a été accusé par des membres des Républicains, du Rassemblement national et du gouvernement. Des accusations sans fondement, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Tout s'est passé ailleurs,
qu'à l'endroit où se trouvait Rima et le service d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux. La mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant. Et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Une enquête a été ouverte du chef de coup mortel aggravé et de violence aggravée par les circonstances de réunion, d'usage d'armes et de dissimulation du visage des auteurs. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours en vigilance rouge ce lundi, après un week-end de précipitations record dans le sud-ouest de la France. 21 autres départements sont également maintenus en vigilance orange et une alerte a été émise pour un risque accru d'avalanche dans les Pyrénées. Si le pic d'inondation a été atteint ce week-end, la situation reste très préoccupante. Selon le service Vigicru, les niveaux des cours d'eau sont très hauts et les sols environnants complètement saturés dans les départements les plus touchés. Les précipitations ne s'infiltrent ainsi plus dans le sol et se déversent directement dans les cours d'eau. L'Espagne n'a pas non plus été épargnée après l'arrivée de la tempête Oriana ce week-end. Les pluies torrentielles et les vents violents ont fortement perturbé les services ferroviaires et les transports publics. La province de Castellón, l'une des plus touchées, a été placée en alerte rouge ce week-end. Les tempêtes ont jusqu'à présent causé 3 décès en France et en Espagne. Et des dizaines de personnes ont été blessées dans des accidents liés aux conditions météorologiques.